En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous. En direct de chez vous aujourd'hui à Chasseneuil-sur-Bonnieure, à une trentaine de kilomètres à l'est d'Angoulême. Et nous allons avoir une visite un peu particulière. Non pas la ville de Chasseneuil, d'ailleurs on salue monsieur le maire qui nous a accueillis tout à l'heure, monsieur Point, mais pour voir la maison de la Résistance et notamment le musée de la Résistance que nombre d'entre vous peut-être connaissent. Mais là on va faire une visite privée grâce à monsieur Guy Rouillet qui... depuis longtemps fait visiter ce musée de la Résistance, lui-même étant de Tapona, mais vous allez voir que Tapona a quelque chose à voir avec ce musée de la Résistance et ce maquis Birakem. Donc je vais saluer Guy et puis nous allons entrer à l'intérieur de l'office de tourisme pour passer ensuite dans le musée. Guy Rouillet, bonjour. Bonjour à vous tous et bienvenue au musée de la Résistance, à la maison de la Résistance à Chasseneuil. Et nous allons pénétrer où je vais vous commenter un peu l'histoire du maquis Birakem. Ça fait combien de temps que vous faites ça, Guy ? Une quinzaine d'années. Et alors pourquoi cet investissement dans ce maquis Birakem et ça vous parle plus particulièrement ? Parce que c'est familial, mon père est un ancien du maquis Birakem. D'accord, donc vous avez eu les informations en direct étant enfant et vous perpétuez le souvenir et la mémoire. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas oublier cette mémoire pour tous ceux qui ont laissé leur vie et qui, aujourd'hui, si on est libre, c'est grâce à eux. Alors, ce maquis Birakem, on est dans l'entrée de l'office de tourisme et on a devant nous une grande pancarte Amicale Birakem, les anciens du maquis, c'est cette association de l'Amicale de Birakem. Oui. Alors, ici, à droite, nous avons l'insigne du maquis Birakem. Alors, en forme de V, avec une croix de Lorraine et un V bleu roi Oui. qui soutient, enfin qui souligne cette croix rouge de Lorraine. Oui. Et le musée, la maison de la Résistance, a été créée par monsieur René Michaud, un ancien instituteur, membre qui était un ancien résistant. C'est lui qui a créé cette maison de la Résistance. Tout ce que nous avons ici, c'est l'œuvre de dons d'anciens résistants ou de dons des gens de la ville de Chasseneuil et des alentours. D'accord. Alors, Guy, si vous voulez bien, on va remonter dans l'histoire. On est en face d'un panneau où il y a plein de gens dont vous allez nous parler, et une cabane aussi. Pourquoi le maquis, on s'en doute, et pourquoi ce nom de Birakem ? Alors, il faut savoir que le maquis Birakem, au départ, suite à la résistance à Chasseneuil, à Tapona, il y avait un groupe de résistants. Et ce groupe de résistants a été dénoncé par un des leurs. Il y avait sur Tapona des parachutages d'armes. Et un jour, un avion devait passer pour larguer des armes. Mais les armes, l'avion n'est pas venu. Alors, les résistants qui devaient récupérer sont repartis chez eux, parce qu'il faut savoir que le parachutage avait lieu vers minuit. Ils sont repartis chez eux. Mais l'avion est passé le matin vers 7 heures. Il a largué son parachutage et tout le monde, beaucoup de gens ont vu, beaucoup ont parlé. Et comme il y avait un groupe de résistants à Tapona, ils ont été, alors comme je vous ai dit, dénoncés par un des leurs. Il faut savoir qu'il y avait une cache d'armes au front de Tapona. Et il a dénoncé ses camarades, et lors d'une réunion qui était programmée à l'époque à l'hôtel-restaurant Blanc, en face du cimetière de Tapona, la Gestapo est arrivée, elle a encerclé et elle a arrêté toutes les personnes qui s'y trouvaient. 15 personnes. Il y en a certains qui étaient chez eux dans les champs, mais ils les ont arrêtés et ils les ont emmenés à l'hôtel-restaurant Blanc.
Sur les 15 personnes arrêtées, beaucoup ont été emmenés à Poitiers, à la prison de Bière. D'autres ont été emmenés à Royal-Lieu à Compiègne, à côté de Paris, et d'autres ont été transférés dans les camps de concentration en Allemagne. Aucun n'est revenu, tous ont été fusillés, sauf un, le colonel Panchenat, ici. Donc on le voit ici sur le mur des portraits. Qui, malgré les tortures, a résisté et a été libéré à la libération des camps de concentration. D'accord. Alors, à cette époque-là, André Chaban faisait partie du groupe des résistants de Tapona. Mais cette journée, il n'était pas avec eux. Donc, il a eu la vie sauve. Suite à ceci, il a dit « on ne peut plus continuer à Tapona. On est repéré et tout. » Il a dit « moi, je suis originaire de Cherf-Châtelaire, d'un petit village, les Jolières. » Il a dit « là-bas, c'est boisé et c'est escarpé. On va pouvoir se cacher. » Alors, il a créé un groupe de résistants. Au départ, c'était les résistants de Cherf-Châtelaire. Pour ce faire, il a contacté. Il faut savoir qu'André Chaban, c'était un ancien instituteur de Chasseneuil. Il a contacté Hélène Nebout, qui était institutrice à Chasseneuil aussi, puis qui faisait partie de la résistance sur Limoges. Puis il a contacté un autre ami, Guy Pacaud, qui était professeur au lycée de Chasseneuil de mécanique, de dessin industriel, qui s'est investi aussi. Tous les trois ont formé ce maquis. Hélène Nebout sous le nom de Chef Luc, André Chaban sous le nom de... Ce n'est pas grave si vous ne vous rappelez pas. Si. Et Guy Pacaud. Guy Pacaud sous le nom de You, Chef You. Alors le nom de Birakem là-dedans. Alors, suite à ceci, il fallait trouver des hommes. À eux trois, ils ne pouvaient pas tout faire. La famille Pacaud possédait à côté du mémorial, enfin à l'époque, à côté de leur château, une grosse ferme qui employait des réfractaires au STO. Et... Service du travail obligatoire, pour ceux Ouais. qui nous écoutent, où les Allemands envoyaient les jeunes Français travailler pour eux en Allemagne. Oui. Et Guy Pacaud a eu vent que la Gestapo était au courant qu'ils employaient des STO. STO. Il a dit il faut tout arrêter. Il a dit on les emploie plus. Et il leur a proposé de rejoindre le maquis Birakem, ce qu'ils ont accepté volontairement. Ils étaient 14 au départ. Alors ils ont été sur Cherf-Châtelaire, au Châtelaire. Et là-bas, il fallait bien les loger, les abriter. Dans une excavation dans la colline, ils ont construit ceci. Alors là, on est devant une maquette d'une cabane avec une fenêtre et une porte en bois, tout habillée de rondins et cachée par des branchages. Ceci est une réplique authentique. D'ailleurs, on voit une photo ici qui montre à l'origine comme elle était. Mais c'était ceci. À l'intérieur, on a une table, des bancs et des planches qui servaient de lit. Ils ont vécu ici pendant l'hiver 43-44, à 15. Et on sait que l'hiver 44, avec l'appel de l'abbé Pierre notamment, a été extrêmement rigoureux. Oui. Et ils n'avaient pas le droit de faire de feu, parce que vous vous doutez bien que s'ils avaient fait du feu, ils auraient été repérés par l'ennemi. La toiture, les tuiles, c'est des tuiles, elles avaient été fournies par une tuilerie de Cherf-Châtelaire. Les rondins, c'était des arbres qu'ils ont abattus dans la forêt qui était à côté, attenante. Ici, vous avez un arbre, une réplique exacte, qui leur servait de promontoire pour voir aux alentours, avec l'échelle. Ils y ont vécu ici pendant l'hiver 43-44. Et ça s'appelle le gourbi de Fougères. Voilà, c'était le gourbi. Le gourbi, c'est une cabane précaire. En février
44, Jacques Bonnier, ici. Alors tout le monde maintenant connaît la route Claude Bonnier, qui est la route de la liberté. C'est la nationale 141 qui part de Cognac et qui passe par ici notamment. Alors, Jacques Bonnier, qui était un émissaire du général de Gaulle et qui avait été nommé contrôleur des maquis du tout le sud-ouest, est arrivé à Cherf-Châteler pour voir ce maquis avec Jacques Nancy, le chef des Alors, on le voit, c'est des SSS, section spéciale de sabotage. Ils sont arrivés tous les deux à Cherf-Châteler. Et Claude Bonnier a vu que c'était très bien organisé. Il a dit, on va nommer ce maquis, le maquis Bir-Hakeim, en souvenir de la bataille de Bir-Hakeim en Libye. En Libye, c'est ça. Oui. Je vois ça, au sud de Tobrouk, la bataille de Bir-Hakeim. Alors... Donc, il y avait 3273 Français commandés par le général Koenig et qui se sont engagés contre les troupes de l'Afrika Korps, qui étaient donc allemandes, hein, sous les ordres du général Rommel. Hein, c'était donc la bataille de Bir-Hakeim et c'est la première contribution militaire importante des forces françaises libres à une victoire hautement symbolique. Un joli le texte. Oui. Comme beaucoup de patriotes, Claude Bonnier, alias Hypoténus, y voit un espoir et donnera le nom de Bir-Hakeim à l'armée secrète 18. Oui. Alors ça, c'est le titre de cette armée, puisque je vois maquis Bir-Hakeim AS-18. Oui, et il faut savoir que Bir-Hakeim, en Libye, ça s'écrit avec A-H-A-K-E-I-M, mais le maquis Bir-Hakeim, c'est H-A-C-H-E-I-M. C'est en honneur d'André Chaban, le CH. D'accord. Alors, on voit, ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, Guy, parce qu'évidemment, nous, on ne fait pas une visite habituelle, comme vous avez l'habitude de la faire. On est là avec notre micro et notre caméra, et je remercie Titouan pour la partie vidéo que vous pourrez voir sur YouTube et sur rcf.fr ou Télé 16, c'est le chiffre. Eh bien, moi, j'essaie de vous décrire à la radio ce qui se passe, mais vous nous expliquez bien comment tout ça a pris corps. C'est-à-dire, d'abord, un petit maquis autour de Tapona. Ils sont obligés de partir. Ils se réfugient dans la forêt à côté de Cherf-Châtelard, qui est non loin de Chasseneuil. Et là, ils s'organisent et on va dire les pontes, entre guillemets, du maquis national débarquent ici et voient que c'est bien organisé. Alors, Claude Bonnier est reparti sur Bordeaux. Et en arrivant à Bordeaux, il a été arrêté à la gare de Bordeaux. La Gestapo l'attendait. Arrêté, ils l'ont mis en cellule. Et comme ils allaient le questionner et le torturer, tous les chefs militaires français, ils avaient sur eux une petite capsule de cyanure. Alors il a pris sa capsule de cyanure qu'il avait dans sa poche, et il allait l'avaler, mais au moment de la prendre, il l'a fait tomber par terre. Alors, comme il ne voulait pas parler, parce qu'il ne se sentait pas capable de résister aux tortures, il s'est mis à quatre pattes et il a léché le sol. Et il est mort dans d'atroces souffrances. C'est horrible ce que vous me racontez. Ouais. Je ne connaissais pas la mort de Claude Bonnier, mais c'est horrible. Voilà. Et Claude Bonnier est inhumé dans la crypte du mémorial de Chasseneuil. Alors, ça sera d'ailleurs la suite de notre émission d'aujourd'hui avec vous, Guy. Nous irons bientôt faire la visite du grand mémorial en forme de croix de Lorraine qui est à Chasseneuil, hein, avec les autorités. Alors, il faut savoir qu'en mars 1944, le maquis Bir-Hakeim s'amplifiait. Ils étaient rendus à une quarantaine de membres. Et ils ont eu une attaque à Saint-Marie, à côté de Chasseneuil. Là-bas, il y avait un groupe de faux résistants qui œuvraient. Alors, un soir, ils sont partis avec une voiture de fortune. Ils étaient 11 dedans. Et quand ils sont arrivés à l'entrée de Saint-Marie, une colonne allemande les attendait. Ils étaient une soixantaine d'Allemands.
Alors, il y a eu un accrochage, et dans cet accrochage, les résistants se sont repliés, mais un a été tué. Ça a été le premier tué de Bir Hakeim. C'est Maxence Simon. Très jeune, hein, quand on voit la photo. Oui. Il y avait 3 semaines qu'il était à Bir Hakeim. D'accord. Alors, quand on fait ensuite le tour du musée, on voit plein de choses, la reproduction du mémorial de la Résistance, des mini-chars d'assaut, et puis, de façon très, j'allais dire, sensible, la tenue rayée qu'on connaît des camps de concentration, c'est celle de Guy Paco, dont vous avez parlé tout à l'heure, chef You au maquis. Voilà, c'est ça. C'est sa tenue qu'il avait dans les camps de concentration à Neuengamme et Sachsenhausen. Je vais vous expliquer sommairement comment tout s'est passé. Le 22 mars 1944, 6000 Allemands ont envahi et encerclé la ville de Chasseneuil. Ils ont arrêté, le 22 mars, il faut le savoir que c'était le jour de la foire, le gros marché de Chasseneuil, où à l'époque on vendait des bestiaux et beaucoup de choses. Ils ont arrêté 51 personnes qui, certaines ont été, quelques-unes, tout le monde a été envoyé à Poitiers. Beaucoup ont été relâchés et d'autres sont partis par Paris, toujours à Royal-Lieu, et envoyés dans des camps de concentration. Guy Paco fait partie de ceux-ci, parce qu'il faut savoir que Guy Paco, la Gestapo, le jour du 22 mars, son père, c'était le maire de Chasseneuil. La Gestapo est arrivée au château, il recherchait son père. Mais Guy Paco ne savait pas où était son père. Alors, ils ont arrêté le fils et ils l'ont envoyé après, envoyé en Allemagne. D'accord. Alors, juste derrière vous, Guy, et derrière nous, une immense vitrine avec des casques, des balles, des fusils mitrailleurs, des pistolets, des poignards, des baïonnettes, tout un tas des masques à gaz, etc. Tout ça, et même des assiettes à l'effigie de l'aigle et de la croix gammée. On voit toutes sortes de choses. J'allais dire que quand on visite ce musée, ça nous donne une autre vision de la réalité beaucoup plus proche. Oui. Alors, le 22 mars aussi, ils ont arrêté, fouillé les maisons et André Chaban n'était pas là à ce jour-là. Encore une fois, il a échappé par miracle à l'arrestation. Et Hélène Nebout, qui était dans sa maison, s'est enfermée dans un placard. Et elle a pris un pistolet. Oui, on le voit, un tout petit pistolet j'allais dire un pistolet de femme, mais oui, c'est un tout petit pistolet. En tout cas, oui. Je ne sais pas si c'est de femme ou pas de femme, mais en tout cas... Et elle se l'était mis sur la tempe. Mais pour dire, si la Gestapo me trouve et m'arrête, je vais me suicider. Et par chance, c'était le soir, vers 17h, la sirène a retenti pour les Allemands, pour le casse-croûte ou non, je ne sais pas, non, pour le rassemblement. Pour le rassemblement, voilà, c'est ça. Pour le rassemblement, ils arrêtaient les fouilles et tout. Et donc, elle a échappé à l'arrestation. Mais à son décès, on a récupéré son pistolet. Voilà, mais ça aussi, c'est émouvant. On s'imagine cette dame dans le placard et qui ne sait pas ce qui va se passer, qui tient ce pistolet. Et en même temps, le 22 mars 1944, à Saint-Cloud, à Négré, il y avait un groupe de résistants qui ont été dénoncés. Et ils ont été arrêtés et envoyés à Bière, où ils ont été fusillés. Ils étaient une vingtaine. Et à côté, toujours le 22 mars, à Andourchap, dans une grange, à côté de Saint-Laurent-de-Cerise, ils étaient aussi une vingtaine de résistants. Ils étaient cachés dans la grange. La Gestapo, sur une dénonciation, y est arrivée aussi, a encerclé et les a arrêtés. Ils ont été sur Bière aussi et tous fusillés.
Mais il y en a qui étaient cachés dans le foin et la paille, il y en avait 2. Les Allemands, avec les baïonnettes, ils ont fouillé la paille et le foin, mais par chance, ça a passé à côté des deux résistants qui étaient cachés. Et donc, il y a eu 2 rescapés. Très bien. Alors là, on a une maquette de quelqu'un avec le béret et la chemise à carreaux et la vareuse, je ne sais pas, et qui est caché dans la paille. Donc, il y a des reproductions. Alors, on a des tas de mannequins hein, avec des uniformes du maquis Birakem. Et aussi, on trouvera des uniformes américains et on trouvera aussi des uniformes allemands quand on vient visiter cet endroit. Et même une guérite qui était sans doute une zone entre la France libre et occupée, avec le drapeau allemand, etc. Oui, et là, on a l'uniforme de chef Luc, d'Hélène Nebout, l'uniforme qu'elle portait pour les cérémonies. Béret, kaki, avec le brassard de FFI. Bleu, blanc, rouge. L'insigne du maquis Birakem, ses médailles, et le slogan du maquis, c'était « Je maintiendrai ». Je maintiendrai quoi qu'il arrive. Très bien, avec un fusil mitrailleur à la main. Ensuite, on passe à un endroit aussi assez émouvant parce que on voit un parachute avec, comment dire, une espèce de coffre, un tube, un gros tube. C'était avec ça qu'il larguait. Et puis, tout l'appareillage où on voit un triangle avec 3 fagots qu'ils allumaient pour que l'avion puisse atterrir. Et il y a également sur batterie un projecteur. Et quand vous me disiez l'avion avait fait un tour, qu'il avait vu les feux, pour être sûr qu'il pouvait larguer, eh bien vous allez l'actionner, Guy. Voilà, alors, au sol, on actionnait ce projecteur. 2 coups courts et 1 coup long. La signification, les anciens maquisards n'ont pas pu la donner. C'est pas grave. En tout cas, quand ils voyaient ça, au 2e passage, s'ils voyaient, ils larguaient. Et c'est les paysans du coin qui récupéraient les containers et qui les emmenaient au maquisard. Il faut savoir qu'en septembre, fin août 1944, le maquis Birakem comptait 1600 hommes répartis en 10 compagnies. C'est très important ce que vous dites, parce qu'on ne s'imagine pas d'habitude. Hein. 1600 hommes répartis dans cette région autour de Chasseneuil. Autour de Chasseneuil, de Cherf-Châtelard, il y avait Montembeuf, Saint-Adjutory et Suau un peu. Ici, on a un parachute d'époque avec les containers dans lequel étaient envoyés des rations, des armes et du numéraire pour l'intendance de toutes ces personnes. Donc c'était bien organisé. Alors on peut dire aussi que tout est accompagné de tableaux qui ont été peints et qui représentent là un largage et on voit les gens au travail. On va peut-être avancer encore un petit peu. On voit notamment des gens arrêtés qui partent avec le train de la mort. On va bientôt terminer cette émission, Guy. On a encore une vitrine avec plein de choses, plein d'objets, d'armes et d'uniformes. Oui, je voudrais vous dire aussi les faits d'armes du maquis Birakem. Ils ont participé le 12 juin 1944 à Oradour-sur-Glane, où ils ont été pour les déblaiements et pour récupérer les corps et les inhumer dans des fosses. Après, ils ont participé le 26 juin 1944 à l'Épine, à Couture, à un accrochage. Il y a eu un mort. Donc il y a pas mal de faits d'armes de toute façon. On va peut-être pas tous les énumérer. Alors il y a eu la forêt de Boix, Condac, où 2 frères, c'est important, ces 2 résistants se sont vus pris. Ils avaient attaqué, ils étaient une trentaine de résistants. Ils ont attaqué un convoi de 6000 hindous qui passaient à Condac, c'est vers Ruffec. Ils se sont vus pris. Et quand ils ont vu qu'ils allaient être arrêtés, ils ont pris une grenade. Ils se la sont mis entre les 2 têtes et
ils l'ont fait sauter. Incroyable. C'était Roland et James Lagarde. Oui. Voilà. Et Alors, ils ont participé à la libération d'Angoulême et ils sont partis sur Cognac. Là, le 3 septembre 1944, le maquis Bir Hakeim a été dissous et il est passé en 6e régiment d'infanterie où ils ont continué sur la côte atlantique. donc on comprend bien que le maquis est devenu un régiment. Voilà, c'était ça. Et toujours sous les ordres du colonel Chaban. Très bien. Guy, eh bien, je vais vous remercier au nom de la radio et de tous ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent et qui nous voient par la web télé de cette visite. Et on va encourager les gens, bien sûr, à venir à Chasseneuil, même s'il y a des musées à Angoulême et ailleurs. Mais là, pour cette spécificité particulière du maquis Bir Hakeim, c'est ouvert comment ? Comment fait-on pour venir ici ? C'est ouvert là, par l'Office de tourisme. L'Office du tourisme tous les jours. Mais pour avoir une visite commentée, il faut le prendre rendez-vous. D'accord, très bien. Alors on appelle l'Office de tourisme à Chasseneuil et on prend un rendez-vous. Ou à la mairie de Chasseneuil. Très bien. Merci beaucoup Guy Rouillet pour cette visite du musée de la Résistance à Chasseneuil, où je vous convie de venir. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour aller au mémorial de la Résistance, ce grand monument en forme de croix lorraine. Et donc, je vous dis à bientôt pour une autre émission d'En Direct de chez vous.